Le débat départemental 2015, c'est sur Fidélité. Un débat animé et présenté par Anthony Zorzek. Bonjour à toutes et à tous. Les 2 dimanches à venir, vous êtes appelés aux urnes pour les élections départementales. En Loire-Atlantique, 62 conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. C'est eux qui voteront des budgets qui concernent votre vie quotidienne, la construction des collèges publics, de nouvelles routes, les transports par car, l'aide aux personnes âgées, handicapées ou encore l'insertion des demandeurs d'emploi. Nous avons 5 leaders politiques départementaux à nos côtés. Une seule chose nous intéresse, leurs propositions pour la Loire-Atlantique. Jusqu'à 10h, ils répondront à mes questions et débattront. Et puis ensuite, de 10h à 10h30, ils seront à votre écoute au 02 40 69 27 27. J-4 avant le premier tour des élections départementales. Alors pour vous aider à faire votre choix dans l'Isoloir, nous avons invité 5 leaders politiques de Loire-Atlantique. Ils représentent les grandes familles politiques présentes sur l'ensemble des cantons du département, en tout cas une grande majorité de ces cantons. Nous n'avons pas pu évidemment inviter tous les partis ou mouvements présents dans ces élections. Dans notre studio, Philippe Grosvalet, bonjour. Vous êtes bonjour. Le président actuel du Conseil général de Loire-Atlantique et vous représentez le Parti socialiste. Gatien Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour Démocratie 44, la droite, est-ce qu'on peut résumer comme ça? L'UMP, UDI? Alors la droite et le centre réunis. Voilà, et puis avec nous également Gauthier Boucher, bonjour. Bonjour. Vous représentez le Front National, c'est Jean-Claude Blanchard qui devait être présent ici aujourd'hui, qui d'ailleurs nous a été conseillé par le Front National, car tous les partis politiques, on a posé la question quelles pourraient être les têtes des futurs groupes au Conseil départemental, et on nous avait donc proposé Jean-Claude Blanchard, qui n'a pas pu être présent ce matin avec nous. Vous représentez donc le Front National. Avec nous aussi Aymeric Seyssot, bonjour. Bonjour. Vous représentez le Parti communiste. Et Emmanuel Bouchot, bonjour. D'Europe Écologie Les Verts. Madame, messieurs, 2 règles, si vous le voulez bien, pour ce débat. D'abord, le respect de la parole de chacun pour que l'ensemble des auditeurs et auditrices puissent comprendre et connaître vos propositions. Et puis, un discours, si vous le voulez bien, direct et sans langue de bois, très pratique sur les propositions, parce que je crois ce que les auditeurs et auditrices attendent aujourd'hui, c'est du concret pour leur vie quotidienne. Vos temps de parole sont chronométrés pour tendre vers l'équité, et donc je pourrais donner un peu plus la parole à l'un ou à l'autre si vous l'avez trop pris au début du débat. 4 parties à ce débat, l'aide sociale et l'emploi, l'éducation, les personnes âgées et handicapées et l'aménagement du territoire. C'est un choix que nous avons fait. Évidemment, il y a d'autres compétences du conseil départemental, mais ce sont les grands budgets que nous avons là avec le département. Mais d'abord, une question à vous 5, si vous le voulez. Quel regard portez-vous sur la réforme du Conseil général? Car vous le savez, après donc ces élections, ce ne sera pas le Conseil général, mais le Conseil départemental. On n'en sait pas beaucoup plus d'ailleurs sur les compétences ni sur les financements. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, très rapidement, pas plus d'1 minute chacun, que pensez-vous de cette réforme? Philippe Grosvalet. Quelle réforme? Parce qu'il y en a plusieurs. La réforme des collectivités locales se fait en 3 temps. Il y a une loi qui a été votée, qui a consacré les métropoles. Une seconde qui a redécoupé les régions. Vous le savez, je regrette que la nôtre n'ait pas été comprise dans un ensemble plus large entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Et puis enfin, cette loi dite loi NOTRe qui revoit les compétences entre notamment les régions et les départements, qui est quasiment aboutie, puisque en première lecture et au Sénat et après la première lecture à l'Assemblée nationale, il semble aujourd'hui que les départements conserveraient les collèges, c'est important, les routes, et que les régions aient la compétence notamment des transports. Voilà. Gatien Meunier, sur cette réforme des collectivités, du Conseil général en particulier. Moi, pour ma part, j'observe que nous sommes aujourd'hui à 4 jours du premier tour et que nous ne connaissons pas définitivement les compétences. Même si, effectivement, on évoque le maintien des collèges, des routes et bien sûr tout le volet social, il y a quand même eu un aller-retour entre le Sénat, un détricotage par l'Assemblée nationale. On en redébat et puis il est certain que ce texte passera devant le Conseil constitutionnel et que nous ne connaîtrons pas définitivement les compétences avant l'été. C'est préoccupant pour les élus qui ne savent pas, bien sûr, aujourd'hui de quoi sera fait demain, c'est préoccupant pour les services qui ne savent pas dans quel cadre ils devront intervenir, et puis c'est aussi préoccupant pour les bénéficiaires des aides de notre collectivité. Aymeric Seyssot pour le Parti communiste.
Bien d'abord, je crois qu'on peut adresser un carton rouge au gouvernement sur l'impréparation de cette réforme territoriale très brutale qui est venue après les municipales. On n'a jamais connu ces conditions politiques avant une élection. Le mode de scrutin a changé 3 fois et les compétences ne sont pas définies. Nous faisons campagne sur la défense des départements. Je crois que presque tout le monde autour de la table, à un moment donné, a eu l'idée de les supprimer, même si on voit que le débat a permis d'évoluer. Le défense des départements et des assemblées locales élues, avec ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui permettent aux assemblées de choisir ce sur quoi elles veulent intervenir et qui permettent aux citoyens de demander des comptes à leurs élus locaux. Et puis un dernier mot, évidemment, sur leurs moyens de financement, puisque c'est 72 milliards de dépenses sociales qui sont dépensées par les départements. C'est un échelon utile dont il faut continuer de se battre, puisque la réforme n'est pas aboutie, pour garder toutes les compétences. Gauthier Boucher pour le Front National. Moi, je porte un regard assez consterné sur cette réforme parce que, ne serait-ce que symboliquement, le nom de l'instance a changé. On passe d'un conseil général à un conseil départemental, ce qui laisserait entendre que le rôle du département serait renforcé, ce qui est purement artificiel. Plus généralement, nous sommes au Front National plutôt hostile, voire franchement hostile à cette réforme territoriale qui est en train de voir le jour, qui ressemble beaucoup plus à un charcutage territorial où les régions administratives n'ont toujours pas laissé place à de véritables régions qui auraient des identités un peu plus historiques, on va dire. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette histoire des métropoles. Ces 14 métropoles qui sortent de terre et qui vont d'autant plus assécher les zones rurales, qui vont d'autant plus appauvrir les campagnes, les zones périurbaines. Tout ça au profit de quelques grands centres urbains dans lesquels on trouve comme par hasard de grands notables socialistes, parfois quelques notables UMP qui un petit peu se partagent le pouvoir entre copains, on va dire. Et rentrons, si vous le voulez bien, dans ce débat. Aide sociale et emploi, comment faire baisser le nombre de chômeurs ? L'insertion, c'est le budget numéro 1 du conseil départemental, près de 18% du budget avec le versement du RSA. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active pour 144 millions d'euros, par exemple, en 2014, mais également les actions d'insertion de ces demandeurs d'emploi éloignés de la vie active pour 188 millions d'euros. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont pas là. Comme au plan national, le chômage a continué de progresser. Sur les 12 derniers mois, plus 8% en Loire-Atlantique. D'abord, Philippe Grosvalet, l'emploi, c'est un échec de la part du gouvernement, c'est un échec aussi de la part du Conseil général de Loire-Atlantique. L'emploi, c'est la priorité numéro 1. C'est un échec ou c'est une victoire ? Ça doit être la priorité, ça devrait être, ou ça aurait dû être d'ailleurs la priorité numéro 1 du gouvernement précédent, qui n'a rien fait pour résorber l'emploi. Le gouvernement actuel est à la tâche. C'est un travail de long terme dans une Europe en difficulté. Et en Loire-Atlantique, il faut rappeler que, même si c'est toujours trop, le nombre de chômeurs, le pourcentage de chômeurs est inférieur à la moyenne nationale. Pourquoi ? Parce que nos collectivités locales, aux côtés des entreprises et du monde économique, font ce qu'il est nécessaire de faire pour créer des emplois. Nous sommes dans un département où il y a des créations d'emplois en nombre positif. Ça n'est pas suffisant. Mais le chômage a continué de progresser. C'est un échec ou pas du gouvernement, Philippe Grosvalet ? Vous continuez à soutenir aujourd'hui le gouvernement sur ses actions ? Je vous ai répondu, bien sûr, parce que c'est un malgré l'augmentation du chômage. C'est un travail de long terme. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que la courbe commence à s'inverser. Donc, l'objectif fixé par le président de la République, c'est un objectif à terme de ce mandat, de sa mandature, à 2017. Donc, nous y sommes attelés. Et en Loire-Atlantique, je le dis, je le répète, c'est nous qui défendons l'emploi local. C'est nous qui avons accompagné Airbus dans le creux de la vague en 2008 pour créer des emplois. C'est nous qui avons permis à STX, par le biais des financements, par le gouvernement, par un appui de Jean-Marc Ayrault. C'est ce que vous nous dites. Bien sûr. Et c'est nous qui avons tout fait pour construire ici les éoliennes du futur, c'est-à-dire assurer la transition énergétique. Et c'est nous qui étions encore, il y a quelques jours, chez Total pour conforter la raffinerie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant, Philippe Grosvalet ? Quelles sont vos propositions sur ce thème de l'emploi, de l'insertion ? Bon, ce ne sont pas les collectivités locales qui créent l'emploi, ce sont les entreprises. Donc c'est aux entreprises et notamment aux donneurs d'ordre de donner du sens à cette bataille pour l'emploi, c'est-à-dire qu'ils donnent la confiance d'abord aux entreprises sous-traitantes, qu'ils embauchent eux-mêmes, qu'ils recrutent eux-mêmes des jeunes notamment qui sont formés d'ailleurs ici par la région. Et puis notre préoccupation à nous, départements, qui avons la responsabilité du RSA, c'est-à-dire des personnes les plus éloignées de l'emploi, de celles et ceux de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté, c'est de leur redonner l'espoir et de les remettre vers le chemin de l'emploi. C'est ce que nous faisons. Comment on fait ? 3000 personnes, mais 3000 allocataires du RSA en Loire-Atlantique
par un soutien appuyé de notre collectivité, du département avec ses unités emploi, retrouve le chemin d'un emploi durable chaque année. Qu'est-ce qu'on fait de mieux? On me parle que des échecs, parlons aussi des réussites. Qu'est-ce que vous allez proposer? Eh bien, nous proposons d'augmenter cette somme. Nous proposons une alliance avec le monde de l'économie pour que les entreprises se préoccupent aussi. Mais les entreprises vont embaucher s'ils ont du travail. Les entreprises embaucheront quand l'économie ira mieux et elle s'améliore en Loire-Atlantique. Les conditions sont réunies en Loire-Atlantique pour créer de l'emploi. Gatien Meunier, Aymeric Sessot ensuite. L'emploi est pour tous et pour nous, et bien évidemment, la première des priorités, c'est aussi le souci majeur, la préoccupation majeure des Français. Pour notre part, un constat, le compte n'y est pas aujourd'hui, il est clair, tant au niveau national qu'au niveau local. Pour nous, deux objectifs, deux mesures concrètes. Le lancement du pacte d'insertion par l'emploi. Il faut que notre collectivité, qui est la collectivité des solidarités, et à travers donc les bénéficiaires du RSA, nous devons absolument tout mettre en place pour faciliter la réinsertion de ces personnes. Alors, quelle proposition nouvelle vous faites pour l'insertion justement? Nous avons promis, nous avons projeté de lancer avant l'été un pacte d'insertion par l'emploi en partenariat avec les entreprises. J'ai eu l'occasion dans le cadre de cette campagne de rencontrer beaucoup d'acteurs. Mais les entreprises vont pas recruter s'ils n'ont pas d'activité. Mais on peut les accompagner. Ouais. On peut les accompagner dans cette mesure à travers, je dirais, des mises en réseau, à travers des relations et à travers des pactes que l'on peut établir entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est aussi le rôle de notre collectivité d'assurer ce lien, de favoriser ce lien, cette mise en relation avec les bénéficiaires et les entreprises qui peuvent assurer l'emploi. L'autre volet, c'est effectivement favoriser l'investissement. Ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, ça n'est pas à cette collectivité territoriale d'assurer le développement économique et l'embauche directe des salariés. Mais il y a un volet investissement qui est important. Dans le cadre de la préparation du budget 2015, le Conseil général a amputé son budget investissement de 25 millions d'euros. Si j'ajoute Nantes et la région, il manquera 170 millions d'euros sur le volet investissement pour 2015. Ça n'est pas un signe politique encourageant. Plus d'investissement, ça veut dire donc qu'il faudra trouver les financements. Plus d'investissement. Plus d'impôts pour les années à venir. Le levier ne sera pas l'impôt. Ça sera quoi alors ? C'est aussi un seuil qui est atteint, qui est aujourd'hui insupportable par nos concitoyens. Ce sera la réorganisation, ce sera effectivement d'une meilleure utilisation des acteurs de cette collectivité, en réorganisant les services, en mutualisant, donc, en redéployant comme les socialistes, comme le Parti socialiste, aujourd'hui vous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les 6 ans à venir. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, nous maintiendrons, nous ferons tout, et notre responsabilité... dit M. Bauger, de vos collègues qui a, sur le plateau de Télé Nantes, a évoqué l'idée qu'il ne pourrait pas ne pas y avoir d'augmentation d'impôts. Comme monsieur Météro à la Baule, comme monsieur Météro, dont je rappelle qu'il était l'ancien président des maires UMP de Loire-Atlantique, comme monsieur Triard, ancien président du Conseil général, qui a déclaré publiquement que les impôts augmenteraient de 2 à 3%. Mais le futur responsable de groupe, qui est monsieur Gatien Meunier, si je me trompe pas, vous serez responsable du groupe démocratie départementale si vous êtes élu. Oui. Vous nous dites aujourd'hui pas d'augmentation d'impôts. Non, pas d'augmentation d'impôts, de projeter sur les années à venir. Nous ferons tout pour contenir la fiscalité et c'est de notre responsabilité d'élus. Aymeric Sessot, sur l'emploi, l'insertion. Mais écoutez, d'abord, j'observe que Gatien Meunier et Philippe Grosvalet ont un gros problème, c'est que tous deux soutiennent des politiques de désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités locales. C'est 28 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Alors même qu'on était en train de parler d'investissement à l'instant, les collectivités locales, c'est plus de 70% de l'investissement. Il n'y aura pas de relance économique sans l'action des collectivités locales la plus déterminée. Mais vous avez soutenu toutes les mesures de Sarkozy qui a pratiqué malheureusement, moi je le regrette, la même politique que Valls et Macron actuellement. Donc il faut relancer ces investissements. C'est de l'emploi direct. Quand on construit un collège, c'est les entreprises du
du territoire qui travaillent comme ça. J'observe d'ailleurs que dans les départements gérés par la droite, regardez ce qui se passe dans le Maine-et-Loire, les investissements sont au point mort, la dette a explosé en 10 ans, et en plus on supprime des postes. Donc il faut maintenir l'emploi public. Ce n'est pas le cas en Loire-Atlantique. C'est pour ça que je faisais état de ce qui se passait dans le département voisin géré par la droite. Le département voisin, la Vendée, est géré par la droite, dans laquelle la situation n'est pas la même. Hein. Et donc il faut défendre l'emploi public, il faut défendre l'investissement public. Et puis on a aujourd'hui un scandale considérable qui est celui du CICE, parce que dans le même temps qu'on enlève 28 milliards aux collectivités locales, on en donne 20 sans contrepartie aux entreprises. Ça donne le scandale de la CEITA où on a 1,3 million pour licencier. Total, on en parlait, c'est 80 millions. Airbus refuse de donner ces chiffres, mais demande que le seuil soit baissé pour pouvoir en bénéficier de manière plus massive. Nous demandons à ce que les élus, ensemble, nous demandions des comptes. J'ai remis une lettre au préfet samedi pour demander des comptes sur l'utilisation de l'argent public sous forme de chèque, parce qu'on appelle ça un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est en fait un chèque avec l'argent des contribuables qui est donné aux entreprises. Nous formulons donc la proposition d'un comité départemental pour l'emploi, capable, avec les chefs d'entreprise, avec les organisations de salariés, avec les élus locaux, de faire le contrôle sur l'argent public utilisé, versé, et de se fixer des objectifs en matière de création. On l'a bien compris, pour vous, Parti communiste, l'objectif c'est d'abord d'investir, faire des constructions. Pour ça il faut de l'argent, et vous le disiez, c'est à l'État aussi de donner. Parti socialiste comme UMP, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y aura pas plus d'argent, parce qu'on se serre la ceinture. Il y en a beaucoup Donc moins. on le trouve où? On le trouve avec des impôts locaux. Mais d'abord, augmentation des impôts locaux. Il faut mener cette bataille-là. Deuxièmement, il y a des capacités de recours au crédit qui sont disponibles. Il faut s'endetter davantage. Il faut remettre à plat le rapport avec les banques, etc. Mais d'abord, il faut mener la bataille avec ce gouvernement dont la politique sur l'emploi est absolument inefficace, et que je crois que quand on est de gauche, on ne peut plus soutenir. Il n'y aura pas de rassemblement de la gauche autour de la ligne de Valls et de Macron. Gauthier Boucher pour le Front National. Oui, nous n'avons pas, je pense, la naïveté de croire que pour l'emploi, tout pourra se décider à l'échelon local ou départemental. Vous mentionniez le fait que finalement le département pouvait créer les conditions de l'emploi, mais qu'il ne crée pas directement l'emploi, que c'était bien davantage le tissu d'entreprise. Donc il faut que ce tissu soit dense et varié économiquement aussi, qu'on n'ait pas des bassins d'emploi uniquement spécialisés dans un seul type d'économie. Mais ce qu'il faut faire, je pense, même si ça ne pourra pas se faire là, demain, en avril 2015, c'est en 2017 se donner les moyens d'une politique volontariste pour l'emploi, et ça passe naturellement par un changement au niveau de l'exécutif. Le nom de Macron, le nom de Valls, ça... Là, nous sommes sur des élections départementales. Je vais vous demander des propositions pour l'insertion et l'emploi ici pour le département. Parce que malheureusement, on va pouvoir changer beaucoup de choses sur les gouvernements et les actions à venir. Effectivement, même si toute élection locale n'est pas étrangère à des enjeux nationaux. Vos propositions du Front National sur cette question de l'emploi et l'insertion? Eh bien, déjà, on pourrait commencer par, même si c'est purement symbolique, par faire des vœux concernant cette question tragique du détachement des travailleurs, qui fait que nos travailleurs sont mis en concurrence avec une main-d'œuvre étrangère, notamment est-européenne, qui baisse les salaires des travailleurs locaux. Là, on est aussi sur des compétences qui ne sont pas celles du Conseil général, du Conseil départemental. Oui, mais qui pourraient l'être si les compétences, qui d'ailleurs ne sont pas connues, les compétences du futur Conseil départemental étaient plus efficaces et étaient plus cohérentes. Les habitants de Loire-Atlantique vont apprécier que quand dans le même temps on se plaint que l'emploi profite aux étrangers. C'est ce que dit le Front National. J'ai les chiffres du ministère du Travail. J'ai téléphoné encore hier au ministre du Travail et il y aura des contrôles sur le site industriel. Mais cette question... Vous avez demandé au ministre des contrôles? Bien sûr, nous l'avions fait déjà avec le maire de Saint-Nazaire auprès du préfet pour dire que nous souhaitions que cette question soit transparente, que les chiffres en matière d'emploi de travailleurs détachés soient mis sur la place publique, de façon à ne pas laisser notamment le Front National dire tout et n'importe quoi sur ce sujet, notamment grossir considérablement les traits pour finalement victimiser les travailleurs étrangers. Non, la question c'est... Il n'y a pas de victimisation. Si. La question c'est quel emploi? Combien d'emplois? Comment les grands donneurs d'ordre qui ont aujourd'hui des carnets de commandes à 8 ou 9 années, comment est-ce qu'ils structurent l'emploi local au travers de leurs sous-traitants? Comment, avec la région, nous organisons la formation pour que les jeunes du bassin d'emploi puissent accéder à ces emplois? Et comment nous faisons en sorte que celles et ceux, et ça c'est la responsabilité du département, qui sont le plus éloignés de l'emploi,
qui sont aujourd'hui les victimes sociales du chômage. Comment nous faisons en sorte de les remettre en chemin? Il y avait un reportage sur France 2 lundi soir, très éclairant sur cette question, avec des témoignages de personnes qui ont retrouvé un emploi et qui donnent une image positive de notre territoire. C'est ce à quoi nous nous attachons. Dans une demi-heure, vous pourrez poser également vos questions, auditeurs et auditrices de Fidélité. Vous nous appelez au 02 40 69 27 27, deuxième partie de ce débat. Éducation, quelles propositions pour les collèges publics et privés? C'est en effet le conseil départemental qui est en charge des collèges. C'est 10% du budget général qui va dans ces établissements scolaires. Alors le conseil départemental construit les collèges publics, 10 nouveaux collèges publics en 10 ans lors de la dernière mandature. Ça a été d'ailleurs l'axe fort de la majorité socialiste actuelle. Et puis pour les collèges privés, pas de construction, conformément à la loi bien évidemment, mais une participation aux frais de fonctionnement et en personnel non enseignant. En budget, l'année dernière, 40 millions pour les collèges publics qui scolarisent 38 000 élèves et 15 millions pour les collèges privés qui scolarisent 27 000 élèves. Alors faut-il continuer à construire des collèges publics? Quelle collaboration avec l'enseignement privé? Nous allons en parler avec nos invités. Philippe Grosvalet, 10 collèges publics en 10 ans. C'était une volonté, c'était très clair. Il fallait que l'enseignement public soit plus fort en Loire-Atlantique. 10 collèges publics en 10 ans et encore 8 dans les 6 prochaines années, si vous consultez notre proposition, parce que d'abord il y a la démographie qui est galopante dans ce département, et tant mieux. 13 000 habitants par an, ça signifie environ 1000 élèves de collège, de classe d'âge de collège par an dans ce département. Ça signifie plus d'un collège public, mais comme des familles choisissent l'enseignement privé, nous construisons en moyenne un collège public supplémentaire par an. Il faut continuer à construire? Il faut continuer à construire. D'abord parce qu'il y a cette démographie et ensuite parce que si les choses étaient équilibrées sur le département, ce serait plus simple. Mais les familles choisissent les lieux où elles habitent et donc il nous faut adapter les collèges. C'est pour cela d'ailleurs que nous construisons aujourd'hui des collèges modulaires. Mais il ne suffit pas de construire des collèges, vous l'avez dit vous-même. Nous intervenons dans tous les collèges publics et les collèges privés, d'abord en dotation. Et je l'ai dit d'ailleurs très récemment au directeur diocésain, l'argent que nous mettons et que nous investissons dans les collèges publics en fonctionnement profite évidemment aux collèges privés, puisque la dotation aux collèges privés est basée sur la dotation aux collèges publics. Et comme nous sommes un des départements en France qui aide le plus le collège, en investissement, c'est net, puisque nous étions passés d'un budget de 32 millions à un budget de près de 50 millions aujourd'hui, en 3 ans. C'est dire si l'effort en matière d'éducation est important. Et ensuite, en matière d'accompagnement éducatif, grandir avec la culture, les classes presse, les classes environnement, ce dictionnaire que nous donnons à tous les élèves de 6e de Loire-Atlantique. Voilà des actions fortes que nous allons conforter au travers d'une proposition d'un passeport pour les collèges. Construire autant de collèges publics comme vous l'avez fait, c'est plutôt rare pour les départements. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous, très clairement, d'amoindrir l'enseignement catholique? Évidemment non, vous le savez très bien. D'abord parce que nous sommes dans un territoire où la guerre des écoles est finie, est terminée, est achevée. Et que vous croyez? Bien sûr, oui. Bien sûr. Je pense, en tout cas, c'est mon souhait. Et que nous construisons et nous faisons, nous respectons la loi. Vous l'avez dit, je l'ai déjà dit sur votre antenne. La loi, toute la loi, rien que la loi. Donc nous pas plus, et nous ne ferons pas plus parce que c'est la loi. Et il appartient à l'enseignement privé de se doter des équipements qui lui sont nécessaires. Gatien Meunier pour l'UMP, le Centre, Démocratie 44. Eh bien écoutez, nous, notre conviction, c'est que l'enseignement privé participe à ces grandes missions dans le service public de l'éducation nationale. Je ne ferai pas tout à fait la même analyse que le précédent intervenant, s'agissant de la guerre un petit peu public-privé, et on est, je le maintiens, dans une logique, je dirais pudiquement concurrentielle. Ceci étant, la concurrence peut être un moyen d'émulation que l'on ne peut que favoriser. Mais là, quand il s'agit d'opposer, c'est un peu différent. Il y aurait opposition selon vous? Et on implante souvent des collèges publics dans la rue en face de l'établissement privé. Si c'est pas une volonté de les libérer, à ce moment-là, chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dessus. C'est grave de relancer la guerre scolaire. Je pense que les familles doivent avoir le choix. Les familles, toutes les familles en Loire-Atlantique doivent avoir le choix de mettre leurs enfants soit dans l'enseignement public, soit dans l'enseignement privé. Et nous offrons à toutes les familles de Loire-Atlantique de pouvoir faire ce choix. Il y a encore une très forte proportion dans ce département, par rapport à d'autres départements français, d'élèves dans l'enseignement privé. Donc nous sommes
dans un équilibre d'environ 45 à 55%. Je pense que c'est un équilibre qui est maintenu sur ce département. On a des discours, il y a les faits. Bon, voilà, fermons cette parenthèse. Nous, effectivement, il y a eu 10 collèges de construits. Nous avons approuvé cette politique. Donc, je considère qu'elle peut nous être aussi en partie attribuée. Il y a aujourd'hui 8 dans la mesure où on approuve, c'est qu'on participe à la décision, que je sache, chers collègues. Vous en aviez construit 4 en 20 ans. Oui, mais ça, c'était avant. Là, aujourd'hui, je parle de ce à quoi nous avons participé, ce à quoi nous sommes impliqués, dans lequel nous sommes impliqués. La construction des 8 collèges qui sont programmés, bien sûr, il ne s'agit pas de revenir sur ces décisions, ça a été voté, ce sont des décisions que nous honorerons. Par contre, il y a un gros volet de rénovation, d'entretien des collèges, et là, public et privé. Nous le disons. Nous le disons. Il ne s'agit pas de revenir. En particulier de l'enseignement catholique. Je ne veux pas jeter la pierre à l'enseignement public, mais la rénovation dans l'enseignement catholique, visiblement, ça pose un sacré problème. Alors, il ne s'agit pas de réouvrir, là encore, une vieille querelle. Non, je pose juste la question. Dans la loi Fallou, c'est fini. C'est quelque chose qui a disparu. On ne rétablit pas ces pratiques-là. Non, ce que je veux dire, c'est il y a aujourd'hui des obligations qui résulte de la loi, dans le domaine de l'accès PMR, dans le domaine de la norme incendie, dans le domaine des personnes handicapées, dans le domaine des économies d'énergie. Ce sont des obligations qui résultent de la loi. Nous disons que, compte tenu de ces obligations, il appartient à la collectivité territoriale, qu'est le département, de participer à l'accompagnement de ces mises aux normes, de la réalisation de ces projets. Voilà, et puis il y a aussi, c'est ce que je disais à l'instant, un gros retard dans la mise aux normes et dans la rénovation des collèges. Il y a là aussi un gros travail à faire en termes de l'accompagnement des projets. Et puis sur la méthode, je souhaite que dans l'avenir nous puissions en amont, comme on le fait avec l'Académie, pouvoir associer la direction de Cézanne sur un certain nombre de sujets, comme la définition de la carte scolaire, l'organisation des transports scolaires, si tant est que cette compétence reste au sein de notre collectivité. Et Philippe Grosvalet a évoqué la distribution des dictionnaires, c'est quelque chose qu'il faudra poursuivre, qui participe effectivement à l'éducation. Et puis nous avons un autre projet de développer ce qu'on appelle les collèges connectés. Aujourd'hui, l'outil informatique est indispensable. Les enfants naissent avec un iPad, un iPhone et autres accessoires du même type au bout des doigts. Il faut que nous puissions bien les intégrer dans le fait que ces outils-là ne sont pas que ludiques, ce sont aussi demain des outils de travail indispensables. Gauthier Boucher pour le Front National, vous êtes très en retard en temps de parole sur ce thème de l'éducation et des collèges. Bien sûr, il est important de maintenir la construction de collèges publics. Là, je ne vais pas vraiment démentir Monsieur Grosvalet, même si on voit qu'il y a une sorte de guerre des chiffres finalement entre l'ancienne majorité UMP et le PS, l'un accusant l'autre d'avoir trop ou pas assez construit. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Pour rebondir juste sur le dernier point mentionné par Monsieur Meunier, le fait d'avoir des collèges, voire des lycées connectés, le fait que ça soit présenté comme une panacée à ce que devrait être l'instruction publique, ça masque le fait que ces collèges connectés, enfin cette mise en avant de l'outil informatique qui serait un petit peu ludo-éducatif dans l'éducation nationale, nous y sommes tout à fait opposés parce que c'est vraiment détacher les enfants de ce que devraient être finalement les fondamentaux de l'instruction publique, savoir lire, l'instruction publique qui d'ailleurs n'est pas l'éducation nationale, savoir lire, écrire, compter, avoir les savoirs élémentaires nécessaires, recommencer à faire de la géographie et une histoire qui ne soit pas une histoire thématique, par exemple. Là, c'est pareil, on est sur des compétences de l'éducation nationale. Oui. Pour revenir au conseil départemental, vos propositions sur ce thème des collèges? Effectivement, poursuivre la construction des collèges publics, songer également, parce que les collèges et toutes les écoles en général doivent être des espaces sanctuarisés, non seulement de toute idéologie et de toute violence, songer à leur vidéoprotection, qui n'est pas leur vidéosurveillance, mais qui est simplement... Des caméras dans tous les collèges ? C'est ce que vous proposez ? Au moins les plus sensibles, au moins ceux de ZEP,
parce qu'on voit que ces collèges ne sont pas exempts de violence, qui a beaucoup de dégradation. Quels sont les chiffres sur la violence? Oh, j'ai pas les chiffres en tête, d'autant plus que je suis finalement le seul candidat devenu sans fiche, ce qui est quand même une différence avec les partis. Vous avez peut-être tout dans la tête, c'est possible. J'ai tout dans la tête, oui, mais je n'ai pas les chiffres et je pense pas que donner des chiffres, se faire la bataille des chiffres constamment. Non, c'est juste parce que vous nous parlez d'insécurité dans les collèges, donc j'aurais voulu avoir quelques chiffres sur cette insécurité. Je pense finalement que les meilleurs chiffres, ce sont les manchettes de Presse Océan, ce sont les manchettes de Ouest France, qui ne sont pas forcément des titres avec lesquels le Front National peut avoir des affinités, mais qui relatent le quotidien des gens. Merci de nous accompagner pour ce débat sur les élections départementales. Avec nous des représentants du Parti Socialiste, de la droite, du PC, du Front National et d'Europe Écologie Les Verts. Nous passons à la troisième partie de cette émission. Personnes âgées et handicapées, quels accompagnements ? Si on rassemble les budgets consacrés à l'accompagnement des personnes âgées et handicapées, cela devient le budget numéro 1 du département. 22% du budget pour l'APA, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. C'est une aide pour les personnes âgées dépendantes pour payer les soins à domicile ou les maisons de retraite. Et puis pour les personnes handicapées, on a la PCH, la prestation de compensation du handicap. L'APA, c'est en 2014 122 millions d'euros et la PCH 33 millions d'euros. Évidemment, pour les personnes âgées, ces allocations vont qu'augmenter avec le vieillissement de la population. Mais déjà, il manque des maisons de retraite. Il faut attendre en moyenne 2 ans et demi pour avoir une place. Il n'y a pas assez de soins à domicile en plus. Alors comment on va accompagner ces personnes vulnérables, que ce soit les personnes handicapées ou personnes âgées, et surtout comment on va financer tout cela? Mesdames, messieurs, si vous voulez bien répondre à la question. Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. On tourne. Je vois ça. Je commençais à m'habituer à intervenir après tout le monde. Non, allez-y, profitez-en. Prenez la parole. Sur les personnes âgées, alors effectivement, vous dites il manque de maisons de retraite. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que justement, en termes d'habitat, pour les personnes âgées, entre le maintien à domicile et la maison de retraite, eh bien, il y a vraiment un potentiel énorme en termes d'innovation d'habitat, puisque aujourd'hui, c'est vrai que on voit finalement, en termes d'innovation d'habitat, peu de choses se font, beaucoup de choses se disent, mais finalement, concrètement, on a peu de choses à proposer aux personnes âgées. Quand je dis différentes formes d'habitat pour les personnes âgées, c'est notamment tout ce qui est habitat intergénérationnel. Alors, c'est un terme qui revient à chaque fois, mais finalement, concrètement, il y a peu d'établissements de ce type-là qui sont construits. C'est également tout ce qui est logement évolutif, tout ce qui est logement participatif avec un système de colocation, et puis ce qu'on appelle l'habitat kangourou, c'est-à-dire un habitat avec différentes générations justement qui peuvent en plus s'entraider. Et je pense que il faut justement soutenir tout ce qui est initiative de ce genre-là portée par des associations. Construire de l'habitat particulier entre le domicile et les maisons de retraite, ça va coûter cher. La dépendance va coûter de plus en plus cher. Vous en êtes consciente? Est-ce que c'est plus d'impôts également locaux, plus de financement demandé aujourd'hui aux habitants de Loire-Atlantique? Europe Écologie Les Verts, vous êtes comme les socialistes et la droite, on n'augmentera pas les impôts? Ah oui, moi je pense qu'au niveau fiscal, il faut s'en tenir là et pas aller vers une augmentation. Je pense que la plupart des gens qui sont autour de cette dépendance qui va coûter de plus en plus cher. D'accord. Mais justement, au niveau de l'habitat, moi je pense que si on peut être sur des formes innovantes d'habitat, c'est aussi de l'activité économique, parce qu'on peut effectivement, en soutenant ce genre d'habitat, permettre à des entrepreneurs de pouvoir innover et de pouvoir effectivement construire ce genre d'habitat pour personnes âgées. Gauthier Boucher pour le Front National sur ce terrain des personnes handicapées et âgées. Maintenir la PA, c'est important, et il faudrait aussi arrêter avec ce discours qui laisserait entendre que les personnes âgées n'ont ni le droit de participer à des élections en tant que candidats, n'ont ni le droit de participer aux élections en tant qu'électeurs, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup avec les gens du Front National. Donc, effectivement, de la part de qui ? J'ai vu ça dans la bouche de Monsieur Apparu, par exemple, ancien ministre UMP, mais je pense qu'on pourrait facilement trouver des exemples parmi des responsables PS.
Cette dépendance va coûter de plus en plus cher. Oui. Même question que pour les autres candidats. Plus d'impôts locaux pour financer cette dépendance? Non, pas plus d'impôts locaux. On la finance comment, cette augmentation de la dépendance? Nous restons au même niveau de fiscalité, mais il y aurait peut-être un certain nombre de budgets, je ne vais pas dire à sabrer, mais à reconsidérer. Je pense que le département et d'ailleurs aussi la région font beaucoup dans la communication, font beaucoup dans une sorte de communication institutionnelle qui viserait peut-être à les auto-justifier dans leurs actions. Imaginons la suppression de ces budgets de communication, ça va financer la dépendance. Pas leur suppression, parce qu'il faut naturellement une communication à minima. Même la diminution, ça peut financer la dépendance? Incomplètement, mais on n'est pas obligé Comment on finance alors? De faire de la communication à tout va. On n'est pas obligé de soutenir des actions qui sont également contre la vie, in fine, parce que... C'est-à-dire contre la vie ou contre une certaine vision de la vie. Tout ce qui est fait par le département, même si c'est le sujet des établissements scolaires qu'on a évoqué tout à l'heure, en termes de promotion de la théorie du genre, c'est un petit peu anormal. C'est pas le rôle du département ni de la région. Il nous reste, s'il vous plaît, 4 minutes seulement pour le dernier thème, donc j'aimerais qu'on l'aborde tout de suite. Aménagement du territoire, les infrastructures de demain. Le Conseil général a consacré 58 millions d'euros l'année dernière pour les routes départementales, mais les infrastructures, ce sont aussi les réseaux Internet, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, on va être rapide, hein. Il nous reste 3 minutes pour aborder cette question-là. Évidemment, ça ne sera pas suffisant, donc je vous propose un petit jeu très simple. Je vais vous demander de répondre par oui ou par non, c'est excessivement simple. Pour le budget route, je vais vous demander, est-ce qu'il faut augmenter ce budget route, oui ou non? Est-ce qu'il faut mettre le paquet, entre guillemets, sur les routes, oui ou non? Aymeric Seyssot. Si c'est pour un nouveau franchissement de la Loire, oui. Philippe Grosvalet. Oui, mais nous avons consacré 201 millions d'euros aux investissements. Je souhaite que nous puissions retrouver des marges parce que nous avons des besoins pour des routes, mais dans le cadre d'un schéma routier économe, celui que nous avons voté il y a encore à peine un an. Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. Si c'est pour faire des 4 voies partout sur le département, non. C'est pas le cas. Si c'est pour faire des infrastructures liées à NDDL, Notre-Dame-des-Landes, non. Oui. Si c'est pour sécuriser en revanche les routes départementales existantes, oui, non, c'est pas fait partout. Gauthier Boucher pour le Front National. Oui, il est nécessaire d'avoir des... S'il vous plaît. Me dites si je vous dérange. Il est nécessaire d'augmenter ces budgets, notamment pour désenclaver les territoires les plus ruraux et les plus isolés. Gatien Meunier pour Démocratie 44. Oui, pour améliorer l'entretien et la sécurité des réseaux routiers, et il est indispensable que nous puissions le développement des zones d'aire de covoiturage, et que l'on puisse examiner, je dirais, l'amélioration d'autres axes. Je pense en particulier à RN 165, qui connaît de sérieux moments de saturation à certaines périodes de la journée. Une route nationale. Autre infrastructure qui va peser finalement pas tellement en budget pour le Conseil général, mais symboliquement en tout cas important, qui est Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une question, si vous le voulez bien, après les recours, après que la décision de justice soit annoncée sur les recours, faut-il aujourd'hui évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Faut-il évacuer la ZAD, oui ou non? Aymeric Seyssot pour le Parti communiste. Moi, je suis pas trop pour l'emploi des vocabulaires guerriers, que des opposants s'expriment, c'est leur droit, qu'ils manifestent, c'est leur droit. Je me suis exprimé aussi sur les dégradations. Il faudra, oui, mettre en mouvement le chantier, et ça doit se faire dans la négociation, dans la discussion, après épuisement de tous les recours. Philippe Grosvalet. Il faudra engager la construction de l'aéroport et il appartient au Premier ministre de trouver les conditions pour la réalisation de cet aéroport. Est-ce qu'il faut en termes de sécurité publique. Est-ce qu'il faut évacuer? C'est de la responsabilité du Premier ministre. Non, alors Aymeric Seyssot nous a dit je ne souhaite pas engager ce type d'action. Vous dites c'est au Premier ministre de trouver les conditions pour. C'est au Premier ministre qu'il appartient de trouver les conditions, et j'ai écrit sur ce sujet les conditions pour réaliser cet aéroport. Emmanuel Bouchot pour Les Verts. Tant que les recours ne sont pas épuisés, je ne vois pas pourquoi on après. Mais les recours, ils ne sont pas prêts d'être épuisés parce qu'il peut en avoir encore beaucoup. Donc d'autres recours seront déposés alors que c'est pour ces recours-là que l'accord a été fait. Mais bon, on y reviendra sûrement sur cette question. Gauthier Boucher pour le Front National. Oui, à mon sens, il faut évacuer la ZAD. Et au-delà de ça, la question de l'aéroport Grand Ouest est à la fois, on va dire, un non-sens économique et une aberration même sur le plan écologique. Et puis nous terminons avec Gatien Meunier pour Démocratie 44.
Je reviendrai un petit peu sur la remarque du premier intervenant à propos des termes guerriers. Que je sache, l'évacuation, on peut considérer que c'est un terme guerrier, mais l'occupation illégale d'un territoire, c'est aussi une pratique qui n'est pas légale et que l'on peut assimiler à une occupation guerrière. Quoi qu'il en soit, pour le moment, pour nous, l'évacuation de la ZAD paraît un impératif. Nous le souhaitons, nous le demandons dans les meilleurs délais. Et j'observe qu'on a fait allusion à des recours, j'observe qu'ils ne sont pas suspensifs, qu'il y a une réelle volonté gouvernementale. Ça va être un autre débat, ça encore, je sens, dans les semaines à venir. Merci à vous tous pour ce premier temps du débat, qui est celui du débat entre nous. Nous allons maintenant accueillir, si vous le voulez bien, les auditeurs et auditrices. Je vais vous demander de mettre votre casque, s'il vous plaît, pour pouvoir les entendre. Auditeurs et auditrices, vous nous appelez au 02 40 69 27 27. Les dimanches 22 et 29 mars, nous sommes appelés à élire nos conseillers départementaux. Les leaders politiques de Loire-Atlantique débattent sur fidélité. Mercredi 18 mars, entre 9h et 10h30, ces responsables politiques échangeront sur leurs propositions. Vous pourrez également leur poser vos questions en direct. Faites-le dès à présent sur le répondeur des auditeurs au 09 50 788 228. Débat départemental 2015, c'est mercredi entre 9h et 10h30 sur Fidélité. 10h03 sur Fidélité, nous sommes avec nos invités politiques. Ils représentent des partis politiques ici. Philippe Grosvalet pour le Parti Socialiste, Gatien Meunier pour Démocratie 44, Gauthier Boucher pour le Front National, Émeric Sessol pour Parti Communiste, Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. Ce sont aussi des candidats sur des cantons avec d'autres candidats évidemment. Pour le canton Nantes-6 où vous vous trouvez, Emmanuel Bouchot ainsi que Émeric Sessol. On note également Pascal Bolo et Christine Orin pour le Parti Socialiste, Anne-Marie Boutet et Thierry Mallard pour le MoDem, Jean de Mascoro et Marie Marchi pour le Front National, Benoît Scarnidel et Roselyne Arzel pour Démocratie 44, et puis sans étiquette, Lafila Derby et François Faudra. Sur Saint-Nazaire 2 où Jean-Claude Blanchard qui était présent, je suis désolé, j'ai pas les informations pour votre canton, Lutte ouvrière, Annie Hervaux et Eddy Lebellier, la majorité départementale est représenté par Philippe Grosvalet ici, la droite et le centre par Magali Pied et Pierre-Yves Vincent, le Parti communiste et le Front de gauche Gilles Briand et Catherine Rouget, Europe Écologie Les Verts Annie Lannion et Stéphane Piel, et pour le MoDem Jean-Michel Texier et Dominique Trigodet. Enfin, et Lydia Ménien. Et Lydia Ménien, merci de rectifier également pour vous, Lydia Ménien qui vous accompagne en binôme pour le Parti Socialiste. Et puis sur la zone de la Baule-Escloublac, Gatien Meunier est présent ici, mais il y a également sur le canton en candidat pour le Parti Socialiste Yannick Joubert et Evelyne Provost, pour le Front National Dominique Dutertre et Didier Vernet, pour le Parti communiste Front de gauche Michel Lehédé et Myriam Morino, divers droite Robert Belliot et Marie-Yvonne Alperne, et pour l'UDB Françoise Giraud et Philippe Romila. Je précise que vous êtes accompagné, Gatien Meunier, de Daniel Rival, car vous savez que pour ces élections nous avons un homme et une femme, c'est un binôme. 02 40 69 27 27 pour poser toutes vos questions. Une première auditrice au téléphone. Alors c'est une candidate visiblement parce que j'ai donc son nom qui s'affiche sur mon écran, Sophie Van Gotem. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate sur Nantes. Vous souhaitiez réagir également. On vous écoute. Je suis candidate en effet sur le canton Nantes 5 et je suis aussi chef de file d'un groupe de citoyens qui s'est monté il y a un an sur l'ensemble de la ville, puisque nous pensons que les cantons urbains et les cantons ruraux malheureusement ne sont pas gérés tout à fait de la même façon. Nous, on n'a pas besoin bien sûr des problèmes de route, on n'est pas géré de la même façon et on aimerait bien donner notre point de vue. Alors moi je voulais simplement revenir, sans revenir sur tout ce que vous avez dit, sur cette pseudo-réforme qui est en fait juste une réorganisation pour l'instant, puisque nous n'avons pas derrière les compétences. Nous nous positionnons donc très très clairement sur le fait que le département, qui doit rester géographiquement existant parce que c'est historique, doit fusionner avec une autre collectivité pour faire des logiques de mutualisation. D'ailleurs, on le sent très bien lorsqu'on écoute vos intervenants. Vos intervenants partent très rapidement sur l'éducation nationale, partent rapidement sur les compétences de la région ou de la métropole. Donc c'est pas très clair non plus pour eux, c'est évident parce que tout le monde travaille ensemble. Et plutôt que de rendre confus cette image, nous on essaie de clarifier cette image. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on est dans un des intérêts extrêmement importants sur ces élections. Je pense que ça y participe. On prévoit une abstention record, ce qui est pathétique au niveau citoyenneté. Et c'est vrai que de parler des petites histoires, entre guillemets, entre partis politiques, on oublie derrière... Je suis pas sûr qu'on ait parlé des petites histoires entre partis politiques au cours de l'heure, Madame Van Gotem. C'est ma passion de le dire, mais honnêtement, ce que vous dites...
il y en a plus de 50% qui n'écoutent pas et qui ne s'y intéressent pas. Et c'est grave. Ah ben ça nous sommes désolés, mais si en tout cas sur Fidélité, nous essayons de créer le débat. Hein. Oui, c'est bien, 4 jours avant le premier tour, c'est au moins ça, c'est très bien. Vaut mieux ça que rien, Madame Van Goten. Vous avez raison, vaut mieux ça que rien. Mais c'est un petit peu dommage, on voit bien que les médias se sont un peu désintéressés, ou se sont... À mon avis, c'est pas ça, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de journalistes, ils sont débordés par cette histoire. La deuxième chose, c'est la logique de binôme que vous avez rappelée à la fin, ce qui est quand même assez intéressant. Ça signifie qu'il y a autant d'hommes que de femmes et de femmes que d'hommes. C'est un peu dommage que dans votre débat, on ne soit pas dans cet équilibre. Peut-être que ça viendra. Bon, ça c'était une chose importante. Alors nous, on est vraiment dans cette logique où on voudrait que le département soit des compétences très spécialisées et qui vont fusionner avec d'autres, et surtout qu'on arrête avec la clause de compétence générale. C'est vrai que ça fait bon ton de le dire. Nous, on n'a rien à gagner pour garder un siège au chaud, puisqu'on n'a pas de carrière par rapport à la politique. Il faut qu'aujourd'hui, on soit réaliste. On fait des dépenses en trop, on fait des cumuls en trop. On a d'ailleurs des personnes qui sont dans ce département qui cumulent leurs postes dans tous les exécutifs locaux. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et du coup, les citoyens, nos voisins, nous-mêmes, on n'y croit plus. Et donc, je voudrais savoir ce que vous pouvez faire, vous, responsables politiques, pour qu'on puisse croire un petit peu plus à la politique. Et puis j'ai une deuxième question, et après j'en resterai là. Je reviens sur, vous avez terminé par Notre-Dame-des-Landes, qui va servir encore de négociation entre les deux tours certainement. C'est ce qui fait qu'on ne développe pas en particulier. Ça, c'est un peu dommage, les Nantais le voient comme ça, malheureusement. En tous les cas, au département et au niveau Nantes. Et j'aimerais que nous soyons très très clairs. Je pense entre autres à Démocratie 44, puisque certains des candidats sont pour l'aéroport, entre guillemets, veulent continuer à fonctionner avec l'aéroport, et d'autres sont contre. Moi, sur mon canton, j'ai un candidat en face qui est contre. Donc je voudrais que ça soit très très clair pour les électeurs qui ne comprennent plus et qui sont quand même un peu perdus. Merci Madame Van Goten pour votre intervention. Je vous propose d'abord de réagir. Qui veut réagir à la première question? Comment aujourd'hui intéresser les hommes et les femmes qui vont voter dimanche prochain, les électeurs, à la politique? Madame Van Goten ne représente pas un parti, sauf le mouvement Nous Citoyens, il me semble. Est-ce que aujourd'hui l'avenir est en dehors des partis politiques? D'abord, je n'ai pas le sentiment que c'était une question, mais bien plus une intervention. D'abord, peut-être dire à Madame Van Goten que, comme disait ma grand-mère, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Aujourd'hui, les choses sont clairement définies entre les régions, les départements, les agglomérations et les villes. C'est le sens de cette loi. Pourquoi? Parce que les départements ont deux fonctions principales, entre des nouvelles grandes régions et des intercommunalités qui n'ont pas la taille critique nécessaire, je le dis à Emmanuel Bouchot, pour justement remplir les grandes fonctions de solidarité sociale, la protection de l'enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, le RSA, doivent demeurer à une échelle à la fois de proximité, mais suffisamment importante pour les traiter. C'est donc le rôle des départements, à la fois la cohésion sociale et la solidarité et l'équilibre des territoires. Madame Van Goten dit « Nous ne sommes pas intéressés par les routes ». Peut-être ne sort-elle jamais de Nantes. Mais enfin, nos concitoyens circulent librement sur l'ensemble du territoire, sur des routes communales, départementales, nationales. Il nous appartient donc de trouver des cohérences, comme pour les transports publics. Donc c'est l'équilibre des territoires, et c'est d'ailleurs l'accord parfait que nous avons avec Madame Johanna Roland sur Nantes et sur Nantes Métropole, pour dire que la métropole a besoin du département, et le département, tous les territoires, y compris les territoires ruraux, ont besoin d'une métropole. Emmanuel Bouchot. Non, moi je voulais rebondir par rapport aux citoyens, c'est-à-dire faire en sorte que le citoyen puisse croire à la politique et puisse même s'engager en politique. Nous, c'est vrai que Europe Écologie Les Verts, depuis les dernières régionales, on a pris comme position d'ouvrir nos listes, là en l'occurrence nos binômes, à des citoyens pour qu'ils puissent réellement s'engager en politique. Et je pense que c'est aussi une bonne initiative. Et tous les autres partis politiques devraient d'ailleurs s'en inspirer, parce que ça peut donner effectivement un certain crédit à la politique. Et ensuite, je crois beaucoup à la politique par la preuve, c'est-à-dire montrer effectivement ce que la politique peut faire, et notamment au niveau des collectivités. Nous avons de nombreux appels, il va falloir être beaucoup plus court si vous le voulez. Juste une question rapide pour Gatien Meunier. Sophie Van Goten disait à la droite, on ne sait pas s'ils sont pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, pardon. C'est pour ou contre Notre-Dame-des-Landes à droite? Au sein du groupe Démocratie 44, toutes les sensibilités de la droite et du centre sont représentées, des divers droites et également des syndicats. Il y a eu un vote qui est intervenu au sein du groupe, et la majorité s'est détachée nettement pour
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, vous avez été clair là-dessus. Non, mais comme quoi il y a des progrès, parce que c'est qu'une majorité, donc c'est-à-dire pas unanimité, donc ça veut dire que les esprits, au fur et à mesure, évoluent sur cette question, et c'est quand même intéressant que même à droite... On va pas faire un débat sur Notre-Dame-des-Landes, parce que là, on en a encore pour 3 heures, je pense. J'aimerais que l'on écoute, s'il vous plaît, un message répondeur tout de suite que nous avons reçu sur le répondeur des auditeurs, qui revient un petit peu également sur pourquoi un débat 4 jours avant, on n'entend pas parler des départementales. Écoutez cette auditrice. Oui, bonjour, donc Martine de Nantes. Voilà, je m'interroge par rapport à ces élections où, à la date d'aujourd'hui, 17 mars, nous n'avons aucun papier, nous ne savons pas qui se présente, nous ne connaissons pas les programmes. Donc je considère qu'on se moque des électeurs et du temps qu'on doit accorder. Voilà. Donc voter oui, mais pour qui je ne sais pas aujourd'hui. Donc ça remet beaucoup de choses en cause. Voilà, merci. Voilà, c'est ça. Donc cette dame n'a pas reçu la propagande électorale. Je n'ai pas reçu non plus à titre personnel. Mais bon, on est à effectivement 4 jours des élections départementales. Ça pose quand même une question là aussi de représentation, de démocratie tout simplement locale. Nous avons également Franck au téléphone. Bonjour Franck, merci d'être avec nous. Allô, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, on vous écoute. Je fais une petite remarque déjà, je pourrais simplement dire que M. Grosvalet a été élu avec 481 voix et M. Meunier-Gatien a eu 2563 voix aux dernières élections. Ça veut dire qu'ils ont à tous les deux moins de voix de Sophie Van Goutem, la chanceuse qui n'a pas été invitée, qui a fait 5376. Bon, si tous les soutiens Mme Van Goutem nous appellent, on ne va pas y arriver, je vous écoute. Ma question est la suivante, c'est qu'on parle de binôme et je trouve ça assez hypocrite, c'est que vous avez justement, M. Meunier a parlé de binôme en disant, on présente un binôme qui est pour l'aéroport, l'autre qui est contre l'aéroport. Les socialistes, sur le 1 par exemple, proposent un binôme qui est pour la famille, mais l'autre du binôme est LGTB est pour le gender. Je dirais que c'est très hypocrite et j'aurais avoir un avis à ce sujet-là. Est-ce qu'il va y avoir consensus dans les binômes? C'est une question quand même qui est pas inintéressante. Est-ce que quelqu'un... Mais je vous en prie, monsieur. Merci Franck d'avoir appelé. Avez-vous quelque chose à dire sur la question, Émeric Seyssot? Non, d'une part, il y avait une réponse très simple à l'obligation de parité, c'était de créer une proportionnelle à l'échelle du département, et peut-être que les citoyens s'y seraient mieux retrouvés sur le terrain des idées. Bon. Maintenant, on a les binômes. On fait comment alors? Est-ce qu'on va réussir à avoir, selon vous, oui, monsieur Boucher? L'idéal, ce serait peut-être déjà dans un parti où il y a un véritable chef et où il n'y a pas constamment des nuances entre... le culte du chef, le césarisme, c'est ce qui forme un partie de notre longue histoire. Je sais que des gens comme les rois de France, Napoléon III, vous ne les aimez pas beaucoup, même De Gaulle. Vous pouvez avoir un rapport un petit peu ambigu vis-à-vis de personnages comme ça, mais chez nous y sommes très attachés. Marine Le Pen, c'est notre chef incontesté. Elle imprime une ligne politique qui est parfois même dans un canton, même à l'échelle la plus locale qui soit, il y a toujours une ligne nationale à laquelle on se réfère, qui n'est pas, Monsieur Grosvalet ne l'a pas mentionné explicitement, mais qui n'est pas une ligne xénophobe. Je vois qu'il essayait de nous déstabiliser sur la question du détachement des travailleurs tout à l'heure. Juste pour revenir 10 secondes peut-être sur l'intervention de Madame Van Goutem, si la politique n'intéresse plus les citoyens actuellement, c'est peut-être qu'elle devient trop politicienne et que finalement, paradoxalement, la politique n'est plus politisée. Voilà, qu'on en revient sans arrêt à débattre, toi tu as construit tant de collèges, non, moi j'en ai construit tant, etc. Il n'y a pas de débat sur les enjeux de fond, on refuse de faire un débat sur les enjeux nationaux, voire internationaux par ailleurs. Que ce soit une élection cantonale ou municipale ou quoi que ce soit, ça n'empêche pas d'évoquer ces grands enjeux. Gatien Meunier. On n'a vraiment pas la même approche des choses et je pense que la majorité des intervenants ce matin feront le même constat que moi. Quand on est sur les marchés qu'on a entre les mains un tract du Front National, c'est Marine Le Pen sur toutes les pages. Donc on n'est pas dans le même discours. C'est Marine Le Pen sur une page. Nous sommes sur un débat départemental avec des projets départementaux qui sont différents peut-être d'une sensibilité à l'autre, mais notre objectif c'est de nous mettre au service de nos concitoyens. Et il y aura un consensus dans les binômes. Il y aura un consensus dans les binômes, bien évidemment. Un tract de l'UMP, il n'y a même pas le nom de l'UMP, vous vous cachez derrière une fausse étiquette. Écoutez, vous n'avez rien compris. Vous avez honte de votre incohérence politique. Nous affichons... On va rester sur le fond, si vous voulez bien. Nous affichons notre sensibilité sur les tracts. C'est-à-dire sensibilité ultralibérale, finalement. Les logos de l'UMP, les logos de l'UDI, du PCD et de tous les mouvements politiques qui nous soutiennent. Donc je n'ai pas honte d'afficher ma sensibilité. Nous avons Anne au téléphone également. C'est vraiment priorité aux auditeurs et auditrices, si vous le voulez bien. Anne, bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Merci d'être avec nous. Tout de suite,
journaliste. Moi, ça fait 5 ans que je suis au chômage. J'habite une cité HLM. J'ai fait 4 années d'études après le bac. Je vois qu'on est dans une société où il y a 5 millions de chômeurs et il n'y a pas 5 millions d'emplois. Donc, mon vote, il est aussi sur un modèle de société. Alors, ce qui me rend malade, c'est de voir qu'il va y avoir un taux d'abstention énorme parce que derrière, il y a aussi beaucoup de désarroi. On a des gens qui se présentent. Moi, sur mon canton, il y a des gens qui font de la politique depuis 30 ans, que je vois qui ont déjà des mandats et qui sont déjà élus sur d'autres postes. Donc, ça me pose énormément de questions. Et puis, ce qui me pose question par rapport à ces élections, c'est l'occasion, le Conseil général, le département, c'est avec les municipales des élections très locales, donc où la politique devrait être vraiment perceptible. Et c'est là où il va y avoir un taux d'abstention. Alors, j'ai pas du tout les mêmes réponses que le candidat du Front National. Hein. Moi, j'ai pas le culte du chef. Mais les questions que je me pose, moi, c'est comment ça se fait que, j'ai bac plus 4, j'ai une grande expérience, ça fait 5 ans que je suis au chômage, je trouve pas de boulot. Il y a tout un pôle vous n'y croyez, d'emploi. Pardonnez-moi, vous n'y croyez plus aujourd'hui aux politiques? Non, j'y crois plus parce que je crois plus parce que quand j'habite en cité HLM, on me dit quartier prioritaire, donc boulot, on me renvoie vers des boulots de ménage ou des choses qui sont adaptées à la représentation que des élus se font des quartiers prioritaires puisqu'ils n'y habitent pas. Il n'y a aucun élu qui habite dans ma cité, par exemple. Donc ça pose aussi question. Donc c'est difficile, on parle pour nous, on parle sur nous, mais on nous laisse pas tellement causer, donc c'est un peu embêtant. Mais ce que je voulais, moi, mon angle d'attaque, c'était quand même, la question, parce que j'en ai plein des questions, mais je voudrais revenir sur parce que j'y ai été. Les visages sont graves autour de nous, si ça peut vous rassurer. Ouais, c'est une habitude. Hein. C'est une habitude. Je discute souvent avec des élus. Quand je dis ça, évidemment, heureusement, ils vont pas se mettre à rire, mais moi, je parle de la vie, de la réalité, et j'y vis, quoi. Et ça fait 40 ans que j'habite ma cité, donc je vois aussi la paupérisation, je vois l'évolution, je vois vraiment l'évolution typique, quoi, et des problèmes. Mais là, si vous croyez peu en politique, vous êtes tenté vers l'abstention ou non, je vais aller voter on dit souvent abstention ou Front National aujourd'hui. Alors certainement pas le Front National, parce que les réponses qui sont apposées quand j'entends de mettre des caméras vidéo dans les écoles pour résoudre les problèmes de sécurité, moi je serais plutôt pour faire de l'éducation à non-violence et renforcer tout ce qui est la médiation par les pairs, c'est-à-dire les enfants entre eux, avec toute une éducation à mieux communiquer, mieux se parler pour résoudre les conflits, parce que c'est certainement pas en mettant des caméras, puis après on mettra peut-être aussi la police devant les collèges. Donc pour moi c'est pas, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes et aux adolescents à s'exprimer et à se défendre avec leurs mots et à exprimer leurs convictions en respectant les autres. Mais donc ça sera certainement pas la réponse du Front National. Par contre, je vois bien autour de moi des gens qui vont voter Front National parce qu'ils croient plus en rien d'autre, mais pour donner un grand coup de gueule parce qu'ils savent très bien que de toute façon ça aura pas de conséquences là. Donc parce que ce sont des petites élections, alors que pour moi c'est des élections très concrètes. Donc mais en fait mon angle à moi là c'était sur la. Je peux me permettre de vous demander pour qui vous votiez auparavant? Moi, j'ai toujours voté écolo, donc je vote vert, mais je vais voter parce que mais c'est pas du tout la question de Notre-Dame-des-Landes, même si je suis contre, mais c'est plus le choix de société, quoi. Vous êtes sur Nantes, dans un quartier de Nantes? Oui, mais c'est le choix de société, et je me dis, tout le monde parle de la croissance, la saine croissance, mais 5 millions de chômeurs, il n'y a pas 5 millions d'emplois. Donc c'est comment on crée de l'emploi, autrement, comment on fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas du tout de boulot, puis d'autres qui font 70 heures par semaine, qui étouffent et qu'on a un taux de suicide. On voit bien que notre société va pas bien, quoi. Merci. Donc moi, alors je voulais parler des personnes âgées. Ah alors oui. Je voulais parler de comment parce que je trouve que c'est très emblématique. Tout ce que vous nous avez dit sur l'emploi mérite forcément une réaction. Hein. Mais je vois qu'il y a une autre question qui nous arrive sur l'emploi des seniors aussi. C'est pas forcément l'emploi des seniors, c'est l'emploi. Mais là, j'ai une autre question qui arrive dessus. Tout ce qui peut se créer pour les personnes âgées pour un mieux vivre, une meilleure fin de vie. Oui. Je connais pas de personnes âgées autour de moi, sauf exception vraiment, qui veut aller en maison de retraite. Donc, faut aussi arrêter cette hypocrisie. Par contre, je connais beaucoup de gens qui ont 70 ans qui veulent mettre leurs parents en maison de retraite parce qu'ils n'en peuvent plus ou parce que finalement c'est très bien, etc. Et il y a une mine d'emploi pour maintenir les gens chez eux, pour faire un mieux vivre des personnes âgées. Et je comprends pas qu'on n'axe pas ça là-dessus. Alors, c'est pas forcément, j'ai entendu beaucoup, est-ce qu'on augmente les impôts locaux, etc. ou pas, mais moi j'ai envie de dire, si ça crée de l'emploi, si on peut créer de l'emploi, on réinjecte aussi de l'argent. J'ai pas un diplôme d'économie, j'ai simplement fait de la socio, ça c'est dit, j'ai un peu touché, mais je comprends pas ces logiques d'argent alors que il y a 5 millions de chômeurs, quoi. Merci Anne pour ce témoignage. Il y aurait beaucoup de choses évidemment à dire. Qui veut réagir d'abord sur le thème de l'emploi? Aymeric Seyssot.
Mais très simplement pour dire que je crois que le désarroi de beaucoup d'électeurs, c'est le changement qui n'est pas arrivé et qu'on ne peut pas être élu sur le changement, c'est maintenant, et pratiquer la même politique économique et sociale qui échouera en France comme elle a échoué partout ailleurs. Je voulais ajouter que... Madame, je sais bien, vous l'avez dit vous-même, abstention au Front National, on a tout essayé. Moi, j'ai pas beaucoup de rêves à vendre aujourd'hui, à part les mobilisations nécessaires pour arracher la politique de gauche qu'on mérite. Mais je veux rappeler qu'à Béziers, le maire Front National a privé les chômeurs d'accueil périscolaire le matin. C'était pas un maire Front National. Une majorité, les électeurs, Robert Ménard n'est pas au FN. Rassemblement Bleu Marine et une majorité Front National. Au Pontet, on enlève les pauvres de la cantine alors qu'ils avaient la cantine gratuite. Donc évidemment, les gens qui sont dans la situation de notre auditrice et qui s'apprêtent à voter Front National font peut-être une erreur. En tout cas, il faut maintenant confronter ce parti à ses bilans. Notre auditeur au 02 40 69 27 27 pour ses questions et commentaires aux candidats aux élections départementales. Bernard au téléphone. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Merci, je vous appelle de Bougnay. Très bien. Alors, figurez-vous que j'ai deux petites remarques rapides à faire. Oui. La première, c'est que avec les nouveaux élus, le nombre sera de 4108, c'est-à-dire 73 de plus qu'actuellement. Au niveau national, vous voulez dire, hein? Au niveau national, hein. Oui. Et deuxième point me concernant, c'est que moi j'ai travaillé pendant 43 ans, 6 jours par semaine, 12 heures par jour, et je me bats avec 750 €, 0,1 centime par mois, alors que les élus, les prochains élus, pour 2 journées de réunion d'assemblée, ils percevront entre 1500 et 2500 € par mois. Alors cherchez l'erreur. Des élus trop payés. Réaction, s'il vous plaît. Oui, on va entendre d'abord Gauthier Boucher pour le Front National. Eh bien, même si nous avons été critiqués pour ça sur fond d'accusations de démagogie, le Front National a proposé très concrètement que les indemnités des élus soient baissées immédiatement de 30%. C'est un vœu que nous avions... Et les 2 maires sur 10 que vous avez se sont augmentés grassement avant de couper les budgets aux associations. C'est inexact, mais vous mélangez les maires et vous faites vous-même de la démagogie, M. Sosso. Les électeurs peuvent trouver les noms des maires. Sur le site du Parti communiste. À Hayange et au Pontet. Mais dans la presse locale. C'est certainement bon, faux. pour le Front National, on baisse de 30%. On baisse de 30%, c'est un vœu que nous avions d'ailleurs émis... de manière symbolique également en mai 2014 au conseil municipal de Saint-Nazaire, où l'économie était modique sur une mandature de 6 ans, c'était je crois 1,15 million d'euros, mais ça montrait l'exemple, ça montrait que les responsables publics doivent être responsables. Oui, Philippe Grosvalet. Sur le sujet, en écoutant le représentant du Front National, parce qu'il y a ceux qui font de la démagogie sur ce sujet, qui d'un côté proposent 30% de réduction et qui, par ailleurs, sont soupçonnés de fraude de taille au Parlement européen pour détournement de fonds publics. Non, je crois que sur ces sujets-là, justement, est-ce que c'est Martin Schulz, la démocratie a un coût, que cela doit se faire dans la transparence totale et que les démocraties modernes qui financent finalement la vie démocratique évitent aussi, on le voit dans d'autres pays, les questions de corruption. Et je pense que la démocratie a un coût et que c'est de la démagogie en permanence de dire que les élus sont trop payés, ne font rien, c'est faux. Il y a des milliers et des milliers d'élus en France qui, pour des petites indemnités, consacrent parfois plus de 12 heures par jour. Merci à vous 5 d'avoir été nos invités ce matin pour évoquer des questions, on l'a vu, très pratiques, des propositions. Philippe Grosvalet pour le Parti Socialiste, Gatien Meunier pour Démocratie et 44, Gauthier Boucher pour le Front National, Aymeric Sessot pour le Parti communiste et Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. Vous retrouverez évidemment ce débat sur le site internet de Fidélité pour vous le repasser, le réécouter et faire le choix pour dimanche prochain. Les élections départementales, c'est dimanche, avec un deuxième tour le dimanche 29 mars. Il faut vous déplacer pour aller voter. Nous ferons évidemment un point sur ce qu'est le conseil départemental vendredi avec notre invité de la rédaction, le politologue Arnaud Leclerc, vendredi à 8h35, midi 10 et 19h15. Et puis, analyse également des résultats à ces élections départementales sur Fidélité, lundi avec Arnaud Leclerc entre 8h30 et 8h50. Merci de votre attention et à très bientôt sur Fidélité.